À toutes et à tous, bienvenue à ce webinaire Actito et Idil dédié à la gestion et à l'activation des parcours clients. Donc, je me présente, je suis Daniel Lalique, Business Manager chez Actito depuis près de 3 ans. Et donc, je suis accompagné d'Alexis. Donc bonjour à tous, Alexis Monnier, je m'occupe de la direction commerciale d'Idil depuis 5 ans. Voilà. Juste en introduction, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, un rapide mot sur nos sociétés respectives. Alors, Actito, c'est simple, nous sommes éditeurs d'une plateforme SaaS de gestion et d'automatisation des campagnes marketing qui aide nos clients à gérer l'ensemble de leurs campagnes sur tous les canaux, email, SMS, courrier, push, enfin tous les canaux de communication avec leurs clients et qui permet d'activer la donnée marketing autour des clients afin de personnaliser et individualiser ces communications, mettre en place très facilement des scénarios pour accompagner les clients dans le parcours d'achat et cycle de vie. Voilà, nous sommes présents en France depuis 3 ans, la société existe depuis 16 ans et autour de 200 référents, notre solution se distingue vraiment par l'usage, par la facilitation et l'agilité. Alexis, 2-3 mots. Donc Idil, nous sommes un éditeur de solutions de CRM généraliste. Nous couvrons l'ensemble des problématiques CRM et nous sommes une société française qui existe depuis une vingtaine d'années. Nous travaillons avec tout type de clients, comme vous le voyez sur le slide ici, et nous équipons des entreprises de quelques dizaines de positions jusqu'à plusieurs dizaines de milliers selon les cas. On se distingue notamment par à la fois la richesse fonctionnelle de la solution, sa capacité d'intégration, mais également et avant tout par la proximité que nous avons avec nos clients et l'implication qu'on va avoir dans la roadmap et dans la proximité à travers d'actions de co-développement, par exemple. D'accord. Alors, je crois qu'il y a des problèmes de son. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce qu'il y a un écho? Tu as coupé ton haut-parleur? Oui. Alors, je continue. Donc, effectivement, aujourd'hui, on va aborder les 5 étapes clés du parcours client, de la gestion du parcours client. Et l'idée, c'est de commencer par le parcours client du point de vue du consommateur, du client, que l'on va décomposer autour de ces 5 étapes clés. Première étape, je vais découvrir, je vais m'inspirer, je vais rechercher des produits et des services. Ensuite, je vais passer à l'étape de l'essai, du comparatif, où je vais tester plusieurs solutions, plusieurs produits, plusieurs services, etc. Je vais ensuite affiner ma recherche, mon choix, et je vais finir par l'acte d'achat. Acte d'achat qui va m'amener ensuite sur la phase d'usage de mon produit, de mon service, au cours duquel je souhaite être accompagné. Et on verra ensuite que je vais pouvoir donner mon avis auprès de mon entourage physique et virtuel, au travers des réseaux sociaux. Et je vais revenir vers la marque ou pas, selon le niveau de satisfaction que j'aurais eu avec mon fournisseur, mon industriel ou la marque. Donc ça, c'est le Daniel, du point de ça vue c'est la consommateur. vision client. Maintenant, qu'est-ce que ça va donner d'un point de vue de l'annonceur, de l'entreprise? D'un point de vue de l'annonceur entreprise, l'idée va être suivante. L'idée, ça va être de mettre en place des programmes CRM et marketing, qui vont permettre d'exploiter toutes les occasions de contact que l'on va avoir avec ses prospects et ses clients, toutes ces occasions de contact autour desquelles je vais essayer progressivement de bâtir une relation individuelle, personnalisée et temps réel pour amener progressivement le prospect à s'engager dans l'acte d'achat et ensuite à l'accompagner dans son expérience client et dans la fidélisation. Donc là, on a, on va dire, 5 programmes CRM type. Bien entendu, selon les secteurs d'activité, les métiers de nos clients respectifs, on est amené à découper, à décliner ces programmes en sous-programmes. Mais voilà, l'idée, c'était de faire un peu une overview des principaux dispositifs à mettre en place. Donc, chaque programme CRM va être associé à des enjeux, à des objectifs. Pourquoi faire ces programmes? Et l'idée aussi, c'est de vous montrer quelques pistes sur les moyens à mettre en œuvre pour activer ces programmes et atteindre les objectifs que l'on va citer. Alors, première étape d'acquisition, de recrutement, de lead generation, qui va consister à générer du flux
auprès de la marque, auprès de l'industriel. Alors Alexis, pourquoi est-ce important de continuellement s'inscrire dans une logique de recrutement et d'acquisition? Une base prospect est constituée de données qui sont hautement périssables. Les prospects d'aujourd'hui n'est pas le prospect de demain. Il est amené à évoluer dans ses besoins, dans son cycle de vente. Donc il va falloir en permanence régénérer cette base de prospects. Et il est important d'être moteur sur la génération de cette base de prospects, parce que sinon on se rend dépendant de la conjoncture, éventuellement de la notoriété acquise, mais finalement on risque de subir l'arrivée d'un nouveau concurrent ou l'évolution de la conjoncture. Donc il est absolument essentiel d'être à l'initiative de ce flux et d'en maîtriser le volume. On sait que les clients sont de plus en plus volatiles, de plus en plus sollicités. Ça veut dire qu'il va falloir en permanence se remettre en cause sur les méthodologies et sur la façon d'acquérir ce prospect de façon à garder les moteurs de la croissance future. Pour la suite, comment est-ce qu'on va faire ça d'un point de vue opérationnel? Daniel, je te laisse la main. Alors, d'un point de vue opérationnel, aujourd'hui, vous disposez très clairement une multitude de dispositifs, d'outils, de méthodes qui vont vous permettre de capter des leads, de recruter et de faire de l'acquisition. L'idée, ce n'est pas de les passer ici en revue, hein. On voit des exemples, par exemple le référencement naturel que tout le monde connaît, des campagnes d'emailing de masse où on va essayer d'inviter les individus à remplir un jeu concours, un questionnaire ou à créer du trafic sur le site web. Et on parle aussi de plus en plus de digitalisation du point de vente, notamment avec les beacons, le Wi-Fi, le Li-Fi aujourd'hui, qui de la même manière vont permettre de créer du trafic et de capter de l'information sur les besoins, les centres d'intérêt des prospects. Donc aujourd'hui, voilà, on a une multitude de points d'entrée, de sources de collecte de leads. Et l'un des défis de la transformation digitale dans un parcours client prospect qui est de plus en plus fragmenté, finalement, va être d'unifier l'ensemble de ces informations autour de l'ID unique, de l'ID prospect ou de l'ID client unique, fédérer l'information, faire converger la donnée offline et online, parce qu'en fait, il faut dès cette étape préparer la capacité d'exécution de l'ensemble des programmes CRM qu'on va être amené à mettre en place pour les futures étapes. Donc, dès le départ, penser à la capacité d'exécution, unifier l'ensemble des informations dans une logique de CRM onboarding pour préparer les étapes d'après et ne pas se retrouver bloqué faute de données manquantes ou de données incomplètes autour de la connaissance client, ou du moins prospect à ce stade de la relation. Ensuite, on va rentrer dans l'étape numéro 2, donc lorsque le suspect ou le prospect est rentré dans le flux de lead generation, on va rentrer dans l'étape de dialogue, de création de dialogue. Et là, de la même manière, cette étape est fixée, liée à des objectifs bien précis et à des moyens qu'on va pouvoir identifier. Alors Alexis, quels sont les objectifs, les raisons qui poussent les annonceurs, les entreprises à mettre en place des vrais process de lead management? La première étape va nous avoir permis de collecter un grand volume d'informations, un grand volume de données. Il va naturellement falloir trier, segmenter ces informations de façon à faire ressortir les données qui constituent réellement des leads exploitables et les associer au bon parcours client. Donc on va vouloir interagir très rapidement avec l'ensemble de ces leads de façon à, grâce à l'analyse de leur comportement, grâce à leur niveau de réaction aux stimulations, de façon à pouvoir les segmenter et commencer à les inclure dans des parcours clients, définir des personas, de façon derrière à adapter les actions qu'on va avoir avec eux, entre des gens qui sont plutôt sur une phase de quasi-achat, des gens qui sont sur une phase de maturation, ou des gens qui ont besoin encore d'être fortement alimentés en contenu avant de les emmener progressivement vers de la conversion. Donc ça, ce sont les objectifs. D'un point de vue opérationnel, Daniel? D'un point de vue opérationnel, effectivement, j'ai
Mon micro a été coupé, donc je reprends, excusez-nous. Je rajouterais qu'effectivement, les personas, ce sont des groupes d'acheteurs types, donc des profils qui ont un comportement similaire dans leur processus d'achat. Et effectivement, l'idée, c'est d'identifier ceux qui vont commencer à faire leurs recherches en magasin physique et terminer leur acte d'achat sur le web, par exemple, et pour lesquels on est sur un processus inverse. Donc l'idée, c'est vraiment d'identifier ces différents personas et d'adapter des scénarios, des processus en fonction de chaque profil. Et effectivement, dans cette phase de lead management, l'idée va être de mettre en place des scénarios qui vont réellement permettre de tester le niveau de maturité du client dans son processus d'achat, tester sa capacité, sa maturité et son engagement vis-à-vis de l'offre. Et l'idée étant de concentrer ces actions purement transactionnelles de vente auprès des leads les plus, on va dire, les plus chauds, les plus enclins à acheter, pardon, et continuer à nurturer, à éduquer et à fournir du contenu aux leads les moins matures, et éviter de rompre la relation trop tôt avec une action commerciale qui serait trop précoce dans le cycle. Donc on va mettre en place des scénarios dits de prospect relationship management qui effectivement vont pousser du contenu ou des actions de communication qui, au travers des réactions des individus, des prospects, des clients, vont permettre de faire tourner des moteurs de segmentation et permettre de qualifier finalement la nature et le niveau de maturité du lead. Tout ça, bien sûr, s'appuie toujours sur cette base de données, cette connaissance client 360 que l'on aura commencé à activer dès le départ, dès la première étape. Donc on va passer ensuite à l'étape 3. Le prospect devient client, donc les processus CRM et marketing ont pu accompagner et influencer le client dans son acte d'achat. À présent, une nouvelle relation s'installe entre la marque et le client. Et pour cette étape, nous avons des objectifs bien précis à garder en tête pour initier et poursuivre la relation avec le client. Alexis ? Vient d'effectuer son acte d'achat, vient de commander, vient de souscrire un service. On peut considérer que c'est la victoire finale, puisqu'il est en effet on est en train de consommer. Notre vision est plutôt que c'est justement le début d'une histoire, le début du cycle de la relation en tant que client. Et dans un premier temps, il va falloir traiter une phase de doute post-achat. La personne a souscrit, a commandé. Naturellement, elle va se poser la question d'une éventuelle erreur, d'une éventuelle remise en cause de l'achat. Donc il va falloir rassurer, informer. Ça veut dire donner beaucoup d'informations sur éventuellement des délais de livraison, sur la prise en compte d'une prestation de service, sur rentrer en relation de façon précoce avec la personne pour capitaliser sur les sentiments positifs dont la marque jouit du fait du récent achat. La personne vient de nous sélectionner, on veut rester dans cette dynamique. Néanmoins, on va diminuer un petit peu la pression commerciale par rapport à la phase avant-vente. On va être plutôt sur une logique de service, d'accompagnement, de suivi, et pour autant, surtout sans donner une impression d'abandon qui serait la pire des choses. On va également profiter de cette phase pour tester l'engagement de la personne et pour continuer à affiner le persona auquel on va rattacher la personne. On est dans une phase où le client est extrêmement sensible à l'ensemble des sollicitations de la marque. Il est en attente, il vient de choisir quelque chose. On va pouvoir entrer en relation et tester sa réactivité de façon à affiner son profil d'acheteur et derrière communiquer avec lui de façon toujours plus précise. Ça, ce sont les objectifs. Maintenant, dans la mise en œuvre, Daniel, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Alors, dans les mises en œuvre, Donc l'idée, oui, effectivement, excusez-moi encore pour le micro, l'idée est de mettre en place des scénarios qui vont permettre aux clients d'être rassurés sur son acte d'achat, hein, qui peut être parfois anxiogène en attendant la livraison. Donc une séquence, par exemple, de messages qui vont être envoyés à intervalles réguliers jusqu'au moment de la livraison, avec du contenu relationnel, du contenu informationnel autour de
du produit ou du service acheté pour préparer le client à la réception et à l'usage de son produit ou de son service. Et ensuite aussi, à l'intérieur de ces différents messages qu'on va pouvoir pousser au client, pour répondre à une des questions qui a été posée, on va peut-être y intégrer du contenu relationnel, un petit peu commercial, autour des offres annexes ou étendues de la marque, pour en profiter pour tester justement le niveau d'engagement du client pour la suite et tester aussi les centres d'intérêt du client. Niveau d'engagement, l'idée étant de voir si l'individu était plutôt sur un achat impulsif, occasionnel, ou est-ce qu'on va pouvoir vraiment créer une relation sur la durée avec ce client parce qu'il s'avère être intéressé sur les autres sujets liés à la marque, liés à l'offre initiale, grâce à des réactions au sein des messages. Ensuite, indiquer à l'individu au travers de ces messages la mise à disposition de différents points de contact dans l'entreprise, donc avec une logique de SAV multicanal. Vous avez pléthore d'outils aujourd'hui, donc des outils comme Ideal pour la partie CRM, service client, qui intègrent des solutions de chat, des solutions de web callback, etc., et qui vont être à disposition du client pour offrir un accueil personnalisé et traiter les demandes post-achat. Et ensuite, toutes ces informations vont également nourrir la connaissance du client pour faire tourner les scénarios de manière très adaptée. Donc voilà, pour la mise en œuvre, l'idée, c'est vraiment de travailler la présence à l'esprit, de rassurer, et au travers de messages dynamiques, complètement individualisés et étroitement liés finalement à l'acte d'achat initial. Ensuite, on va rentrer dans une quatrième étape, qui est la recommandation. Donc recommandation qui offre beaucoup de valeur ajoutée à l'entreprise. N'est-ce pas, Alexis ? La recommandation, ça va être l'effet démultiplicateur des actions de prospection et des actions de vente initiale. Concrètement, on va vouloir développer un sentiment d'appartenance à la marque, développer l'engagement à travers une relation personnalisée qui fait que le consommateur va avoir la perception d'être connu, d'être compris, et va être du coup enclin à échanger sur cette marque auprès de son propre réseau, auprès de ses amis, auprès de ses cercles relationnels, et devenir, de façon modérée au début, mais devenir une sorte d'ambassadeur de la marque, avec évidemment une efficacité, une conviction qui va très largement dépasser celle de nos plus beaux programmes marketing. Ça veut dire qu'on va, à travers ces consommateurs plus que satisfaits, ces consommateurs qui intègrent la marque comme une part d'eux-mêmes, on va réussir finalement à rentabiliser et à amortir très fortement les efforts qu'on aura faits pour conquérir les premiers clients. Comme tout le monde, les clients ont besoin d'appartenir à une tribu, de partager des valeurs communes. Il y a donc évidemment de très fortes chances que ce qui génère la satisfaction auprès d'un consommateur initial soit à même de générer la satisfaction auprès de son entourage. Après ces belles paroles, d'un point de vue opérationnel, Daniel. D'un point de vue opérationnel, c'est très simple. L'idée, ça va être surtout d'identifier quels sont les promoteurs de la marque, les fameux ambassadeurs qui vont être susceptibles justement de propager la bonne parole, une bonne parole positive auprès de l'entourage, comme je disais en introduction, physique et numérique au travers des réseaux sociaux. Et donc l'idée va être de mettre en place des process marketing, des scénarios qui vont inviter, selon l'étape du cycle d'achat, cycle de vie, qui vont inviter le client à se livrer sur son expérience, sur l'expérience d'usage du produit ou du service au travers de questionnaires de type Net Promoter Score, et au travers aussi d'outils qui vont permettre d'analyser la voix du client sur les réseaux sociaux, sur les posts, au travers donc d'analyser les commentaires qui peuvent être postés suite à l'achat d'un produit. Donc il existe des outils aujourd'hui que l'on propose pour répondre à ce type de problématiques. Donc l'idée, ça va être d'identifier ces ambassadeurs et ensuite d'exploiter les avis positifs qu'on va poster directement sur le site, sur les messages promotionnels et relationnels qu'on va pouvoir envoyer aux clients, ainsi que sur les réseaux sociaux, sans délaisser les messages
négatifs. Les messages négatifs sont de vraies sources d'inspiration et d'amélioration pour l'entreprise. Par exemple, c'est le rôle d'un call center qui va être amené à collecter des réclamations, des problématiques rencontrées avec les clients, problématiques qui peuvent être aussi captées au travers de ce type de questionnaire, qui vont ensuite nourrir les process de l'entreprise à des fins d'amélioration. Et donc, résoudre un problème chez un client existant peut aussi nous donner l'occasion de créer une intimité, une vraie relation basée sur la confiance finalement, parce que je résous le problème du client, de revenir sur une expérience positive qui va être ensuite propagée dans son entourage. Donc, et ensuite, on peut y ajouter les programmes de parrainage qui vont permettre d'exploiter justement tous ces avis positifs en nous concentrant en fait finalement sur les promoteurs de la marque qui vont pouvoir multiplier les occasions de conversion au travers de leur entourage. Alors la dernière étape, mais qui n'est qu'un recommencement, finalement, c'est l'étape de fidélisation. Donc je suis dans une relation sur la durée avec le client, avec un client avec qui je vais bâtir un lien fort, au travers duquel je vais essayer de valoriser le client pour vendre d'autres choses. Alexis a eu une première expérience auprès de notre marque, de nos produits, de nos services. Il va néanmoins falloir faire des efforts importants pour le fidéliser. D'une part parce que, aussi importants soient ces efforts, ça coûtera toujours infiniment moins cher que d'aller acquérir de nouveaux clients. On sait qu'en moyenne, le panier moyen d'un client existant, selon les secteurs, est de 15 à 25% plus élevé que le panier moyen d'un client existant. Et puis au-delà de ça, le fait d'avoir des actions de fidélisation va permettre de lutter contre la volatilité des clients, travailler sur une récurrence des ventes et une récurrence des ventes auprès d'un public qui est connu et donc auprès de qui on va pouvoir avoir une offre très pertinente et très précise de par la connaissance qu'on a, à la fois de son comportement, mais également de son historique de consommation. On va donc travailler sur un terrain qui est beaucoup plus conquis. Par ailleurs, ces clients fidèles vont être une source d'information extrêmement précieuse pour le marketing. Le fait de suivre précisément leur comportement, leurs réactions, leurs commandes, vont permettre d'alimenter nos data marts et derrière de mettre en place des campagnes marketing qui sont toujours plus pertinentes puisqu'on aura gagné également dans la connaissance qu'on a des réactions des consommateurs vis-à-vis de nos offres. Voilà. D'un point de vue opérationnel, encore une fois à toi Daniel. Juste avant de rentrer sur la partie opérationnelle, effectivement il y a une question de Sophie, comment aller jusqu'à créer une intimité avec le client. En fait, l'intimité avec le client, on va la créer au travers du niveau de personnalisation et d'individualisation qu'on va avoir dans sa relation avec elle et dans la manière dont on va montrer une reconnaissance vis-à-vis du client, qu'on reconnaît la personne lorsqu'elle sollicite par exemple le centre d'appel. Alors attention, je dirais qu'il faut vraiment doser cette personnalisation, cette individualisation de la relation au fur et à mesure que le niveau d'engagement du client avec la marque augmente. Effectivement, après une première visite sur le site web, si je me permets de relancer l'individu suite à un panier abandonné en lui délivrant, en lui montrant que je la reconnais grâce à des cookies, etc., elle s'appelle Sophie, elle habite telle ville, etc., je peux me montrer très intrusif et pour le coup casser la relation puisque l'engagement avec ce client en était qu'à ses balbutiements. Donc on va vraiment doser la manière dont on va personnaliser sa relation, reconnaître le client et questionner le client au fur et à mesure que l'on va vraiment construire cette relation et on va pouvoir créer cette intimité de manière progressive tout au long de la relation. Donc attention au dosage et à l'adaptation du dosage de la personnalisation au cours du cycle au cours de la relation. Alors sur les moyens opérationnels pour la fidélisation, donc effectivement l'idée va être déjà comme sur les étapes précédentes, pour certaines, de tester finalement les centres d'intérêt du client autour de l'offre étendue de l'annonceur, de la marque. Donc toujours tester au travers de messages, de contenus qui vont pousser des recommandations, des suggestions d'offres,
des informations sur des produits et services associés à, pourquoi pas, à l'acte d'achat initial. Et l'idée étant, en fonction des réactions en termes de clics, de consultations sur le site web, de vidéos, etc., de justement catégoriser et segmenter les centres d'intérêt du client et ensuite orienter au cours de son scénario les messages de plus en plus personnalisés et individualisés par rapport à cette connaissance supplémentaire qu'on va avoir du client au travers de ses réactions. Et on va pouvoir surtout exploiter tous les événements clés, les moments de vérité liés au cycle de vie du client, que ce soit lié à la marque ou lié extrinsèque à la marque, comme par exemple des dates d'anniversaire, des changements de domicile, achat d'un véhicule, etc. Enfin, tout type d'événements liés à la fois à l'individu, à la marque, peuvent être des occasions de contact avec des messages vraiment liés à l'événement, donc qui ont beaucoup plus de chances d'être ouverts que par rapport à des messages simplement commerciaux, et messages qui vont permettre aussi de catégoriser, de qualifier l'individu et de lui proposer des offres complémentaires. Et on parle aussi de plus en plus de réactivation, de moyens de réactiver les clients dormants, ceux qui ne sont pas revenus auprès de la marque depuis un certain moment. Donc il existe aujourd'hui toute une palette d'outils proposés notamment par nos sociétés respectives pour aller réveiller les dormants et les réactiver, les réengager avec la marque. Voilà, donc on est arrivé au bout des 5 étapes. Alors si on devait en quelques mots résumer les enjeux, les objectifs liés à ces étapes, l'idée c'est toujours pareil, hein, c'est d'améliorer l'engagement du prospect et du client tout au long de son parcours d'achat, cycle de vie, et vraiment travailler sur l'expérience client. On parle de plus en plus de sensations client au travers d'une stratégie vraiment centrée sur le client, la connaissance du client, la personnalisation, le juste à temps également. On ne peut plus se contenter aujourd'hui de bâtir des programmes commerciaux basés sur des calendriers commerciaux. Il faut vraiment s'adapter aux nouveaux usages des clients qui sont de plus en plus volatiles, mobiles, qui veulent tout partout et tout le temps. Donc il faut vraiment intégrer cette notion de juste à temps, de temps réel dans ces processus CRM et clients, et surtout travailler sur un parcours sans couture. L'idée étant vraiment d'identifier quels sont les points de friction qui peuvent être décelés au niveau des différents points d'interaction, des points de contact tout au long des différentes étapes, et travailler avec chacun sur la manière de lever ces points de friction et de fluidifier la relation. Donc côté entreprise, donc l'idée, tu es d'accord Alexis, l'idée c'est toujours d'améliorer ses taux de conversion, le ROI de ses campagnes et travailler la valeur client, le capital client. Je partage totalement. Donc, pour mettre en œuvre toutes ces stratégies entre les clients, donc dernier conseil, dernière suggestion, l'idée est vraiment de se baser, de s'appuyer sur une organisation, donc une organisation qui va fluidifier et faciliter le travail de tous les collaborateurs impliqués dans l'entreprise, impliqués dans la relation client et dans la compréhension finalement de ce que peut être un parcours client de bout en bout, et intégrant l'ensemble des points de contact. Donc l'idée vraiment d'impliquer chacun autour de cette compréhension et de partager une vision commune et un objectif commun sur ces stratégies CRM. Et ce qu'on recommande souvent, et on le constate au travers des projets qu'on réalise, c'est vraiment de s'appuyer, d'avoir le soutien de la direction générale qui va vraiment pouvoir impulser un cap et assurer la mise à disposition des ressources, des moyens autour de cette nouvelle stratégie centrée sur le client. Ensuite, on va pouvoir s'appuyer sur des méthodes, des méthodologies. Je donnerai juste 3 axes de réflexion. Identifier les programmes qui ont des réels potentiels. Si je suis dans une logique d'achat, de vente unique, comme je sais pas, dans le domaine de l'immobilier, des voitures, etc. Donc je vais plutôt me concentrer sur la gestion des parcours d'achat et moins sur le repeat business. En revanche, si je suis dans une logique de réachat, de cross-sell, etc., je vais m'attarder sur des programmes de cross-sell et d'upselling, effectivement. Et puis ensuite on va s'appuyer sur des outils qui vont permettre d'un point de vue opérationnel, qui vont aider chaque acteur de l'entreprise impliqué dans la relation client à vraiment offrir cet accueil personnalisé, cette connaissance client et cet accueil personnalisé aux clients, et de pousser vraiment des communications très individualisées et des outils très agiles qui vont permettre vraiment d'unifier la data. Donc la data est vraiment le maître mot. La data provenant des différentes sources d'informations, data autour desquelles on doit absolument capitaliser pour segmenter, qualifier ses prospects, ses clients et les intégrer dans les processus CRM adaptés. Alexis ?
pour tout ça, aujourd'hui, Ideal et Actito sont deux solutions complémentaires, chacune experte dans leur domaine, des solutions qui s'adressent aussi bien à des problématiques B2B, B2C, B2B2C pour les réseaux de revendeurs. On est dans une logique de solution best of breed avec comme caractéristique la souplesse d'intégration et la rapidité de ROI. Daniel, un commentaire? Oui, effectivement, le maître mot pour nous, je pense, Alexis, c'est vraiment l'agilité, l'évolutivité, parce que l'idée, c'est lorsqu'on se lance dans ce type de projet, on peut effectivement avoir une vision globale à, je sais pas, à 3 ans sur sa stratégie CRM, identifier les macro-parcours clients, les programmes que l'on souhaite mettre en place, identifier tous les leviers d'activation CRM et marketing qui vont permettre vraiment de donner des résultats tangibles. Et ensuite, ce qu'il faut surtout, c'est tester. Tester, c'est-à-dire construire progressivement son dispositif, et ensuite pouvoir adapter continuellement son approche CRM et marketing en fonction de résultats observés sur des cycles courts. Donc vraiment tester et s'assurer d'être sur des socles techniques et fonctionnels qui vont vous donner cette agilité et cette capacité à évoluer rapidement sans coûts faramineux de process, d'intégration, etc. Donc c'est vraiment l'agilité aujourd'hui. On est sur des comportements qui sont de plus en plus changeants en termes d'usage, de comportement client, etc. Des technologies qui arrivent sur le marché, qui offrent toujours de nouvelles possibilités. Donc il faut vraiment être sur des socles très ouverts et qui permettent rapidement de tester des nouvelles choses. Là, par exemple, j'avais une question, réengager des clients ne coûte-t-il pas plus cher que de garder un contact avec des clients actifs? Alors effectivement, il faut absolument garder un contact avec ses clients actifs. C'est vraiment indispensable de bâtir cette relation personnalisée dans la durée, parce que le client a une vraie valeur pour l'entreprise. Ensuite, réengager des clients dormants. On peut le faire aujourd'hui avec des solutions qui sont très peu coûteuses et très faciles à mettre en œuvre et qui permettent toujours de récupérer un peu d'inactifs et de réactiver. Et ça coûte toujours moins cher que de transformer un prospect en client, puisqu'on avait déjà une relation avec cet individu dans le passé, pour peu qu'on ait compris pourquoi cette personne s'est désengagée. Est-ce que c'était suite à un mécontentement ou simplement parce qu'elle était partie à la concurrence, chose qui arrive très fréquemment aujourd'hui. Nous sommes à peu près tous volatiles, donc il faut continuellement être interpellé, mais de manière très pertinente par la marque. La définition de pipe et churn, donc ce qu'on appelle pipe, c'est le volume de leads qu'on détient et volume de leads le volume de leads qu'on détient et volume de leads qu'on va généralement segmenter en fonction de la proximité de l'achat. Est-ce que j'ai quelqu'un qui a priori est sur une phase plutôt de recherche d'information, qui est sur une phase de sélection ou qui est sur une phase vraiment de réassurance juste avant l'achat? Et puis le churn, c'est l'érosion naturelle d'un parc client ou d'un parc prospect, soit parce qu'il part à la concurrence, soit parce que, au fur et à mesure du temps, le besoin n'est plus d'actualité pour le prospect. Un des scénarios qui marche très bien pour le churn, c'est la fréquence ou la récence d'interaction avec la marque. Et effectivement, on peut mettre en place des segmentations automatiques avec des grandes catégories où on va dire qu'un individu en termes de récence devient inactif au bout de X mois d'inactivité avec la marque. Et là, on peut supposer, si on est dans une logique de vente d'abonnement, de vente de contrat, que la personne s'est désengagée de la marque et est susceptible de partir à la concurrence. Donc, on va pouvoir identifier très tôt ces personnes-là à risque et derrière pouvoir mettre en place des process CRM avec des actions vendeurs, des actions de call center ou marketing pour essayer de réengager l'individu en lui posant des questions et en personnalisant le plus possible la relation et en allant avec du contenu pas forcément commercial mais plutôt relationnel et informationnel au départ pour commencer à réintéresser l'individu et ensuite pour les clients qui se montrent les plus réengagés possibles, les orienter progressivement vers du transactionnel qui est quand même le but final. Alors, je vous propose de reprendre encore 5 minutes avant de répondre, pour répondre aux questions, pardon. Et pour les personnes qui viendraient à nous quitter au terme de ce webinaire, je vous remercie, enfin nous vous remercions
pour le temps que vous nous avez accordé. Donc, Alexis,